Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence TOTIS Master dédiée au master traduction et interprétation. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Froliger, qui est ancien traducteur professionnel, responsable de la mention traduction et interprétation et co-responsable d'un des deux masters proposés à l'Université Paris-Cité. Bonjour Nicolas. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors Nicolas, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale ce master ? Donc, vous avez parlé de la mention traduction et interprétation à l'université Paris-Cité. Donc, cette mention comporte deux masters à proprement parler. Un master recherche qui s'appelle LSCT, langue de spécialité, corpus et traductologie. Comme c'est un master recherche, c'est un petit master. Et un master professionnel qui accueille beaucoup plus d'étudiants, qui s'appelle ILTS, Industrie de la langue et traduction spécialisée. Donc qui existe depuis 1990 et qui est un des pionniers de l'apprentissage dans le supérieur. Et dont je vais peut-être plus parler parce que, compte tenu des effectifs, c'est souvent ce master-là qui attire le plus d'étudiants. D'accord. Merci pour cette première réponse. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur à quoi forment du coup cette mention, ces deux masters, à quoi forment-ils ? Alors, il faut savoir que la traduction, comme énormément de professions aujourd'hui, est en plein bouleversement. Vous avez peut-être entendu parler de traduction automatique, de ChatGPT, de ce genre de choses. Et donc, c'est un univers qui évolue très très rapidement, très considérablement, et donc qui comporte un grand nombre de métiers qui eux-mêmes évoluent à grande vitesse. Et nous, notre vocation, donc au sein du master ILTS et du master LSCT, c'est de préparer pour le master ILTS et de réfléchir pour le master LSCT, des étudiants en fonction de ces évolutions. Donc on forme à l'ensemble des métiers de la traduction qui sont donc très diversifiés. D'accord. Il y a la traduction comme elle a toujours existé, ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus la biotraduction. Et puis, en plus de ça maintenant, on a la terminologie, les corpus, la post-édition, la rédaction ou la communication technique, la localisation, la transcréation, la gestion de projet. Donc c'est un univers qui est très très vaste. Et nous, notre vocation, voilà, c'est de couvrir l'ensemble de cet univers. Très clair. Merci encore une fois Nicolas d'être avec nous aujourd'hui. Alors, deux questions en une. Quel profil pour intégrer ce master et quelle licence faut-il avoir fait préalablement ? Alors c'est un peu la même question. Nous accueillons les titulaires de toute licence dès lors dès lors qu'ils ont un intérêt pour les métiers de la traduction en tant qu'activité de communication et qu'ils ont évidemment un niveau de langue suffisant. Donc, en pratique, on est au débouché d'une licence LEA. Mais de plus en plus, on a des étudiants qui ont fait une autre formation en langue, LLCER par exemple, qui viennent de sciences exactes, de journalisme. On a des étudiants qui ont un master de droit. Enfin, donc c'est un public très diversifié. Et on a aussi beaucoup d'étudiants en reprise d'études qui peuvent accéder soit en M1, soit en M2. Quand vous dites un très bon niveau de langue, c'est quoi ? C'est être bilingue, Alors, ce qu'on demande, c'est un niveau C1 ou C2 en anglais et en français. On a aussi, dans nos cours, des cours de traduction à partir de l'allemand et de l'espagnol, mais on peut suivre la formation donc, sur le couple anglais-français. D'accord. Merci beaucoup. Peut-être un mot sur les critères d'admission, comment ça se passe, qu'est-ce que vous regardez en priorité et qu'est-ce qu'il faut mettre dans son dossier en particulier ? Alors, on regarde beaucoup la lettre de motivation, puisque il s'agit de savoir effectivement si les étudiants se projettent dans un avenir professionnel.
Et ensuite, bon, CV, lettre de motivation, tout à fait classique. Et ensuite, on procède à un examen d'entrée. Donc, vérifier les niveaux de langue, les compétences de traduction, même si c'est notre travail d'y former, mais il y a quand même un niveau minimal à avoir au départ. D'accord. On est bien d'accord que donc vous intégrez, on vous l'avait dit, donc des étudiants qui auraient fait quelques formations que ce soit, théoriquement, et aussi, est-ce qu'on peut postuler si on a fait une licence en dehors de votre université, là aussi vous recrutez? Absolument. En fait, la grande majorité de nos étudiants viennent d'autres universités en France, en Europe, et même hors de l'Europe. Donc oui, c'est le principe de l'examen d'entrée, en fait, et on traite tous les candidats de la même manière. D'accord, merci. Une fois qu'on intègre cette formation, comment vous s'organisez les 2 années? Alors on a un Master 1 qui est assez classique, en 2 semestres, avec en gros 18 heures de cours par semaine, donc 432 heures sur l'année. Et en ILTS, donc le Master Pro, là c'est complètement différent, on est organisé en alternance. Donc depuis le début du Master en 1990. Alternance, ça veut dire que les étudiants vont passer entre la mi-septembre et la fin juin, 1 semaine sur 2 en entreprise, et l'autre semaine à l'université. Ils seront ensuite à plein temps, en juillet-août, en entreprise, et ils reviennent 1 semaine à l'université en septembre pour les derniers aspects professionnalisation. Ils sont rémunérés, et ils ont 5 semaines de congés payés. Et donc, selon le principe de l'alternance, juridiquement, ils sont salariés de leur entreprise, et c'est leur entreprise qui les délègue à l'université. D'accord. Donc l'alternance sur les 2 années, c'est bien ça? Non, sur le M2 uniquement. D'accord. Sur le M2 uniquement, ce qui en fait une année particulièrement chargée, parce qu'on a beaucoup d'heures de cours, soyons clairs. L'alternance, c'est... en entreprise, on travaille vraiment, et en plus, on a un triple mémoire, recherche documentaire, terminologie, traduction. Donc c'est une grosse année, donc il faut être motivé. Mais au final, on a un beau diplôme. Merci. Qui vaut quelque chose. Effectivement. J'aimerais juste revenir sur un sujet, des questions qu'on a déjà eues en travaillant sur des masters similaires. C'est, certains hésitent entre de l'interprétation, plutôt de la traduction. On sait qu'il y a plusieurs métiers qui sont assez différents. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui sont encore hésitants? Est-ce que leur révélation viendra au cours du master? Comment ça se passe? Alors, il y a traduction et interprétation, effectivement, mais au sein de la traduction et de l'interprétation, il y a une multitude de métiers. Ce que je dis globalement, c'est qu'il faut se projeter, effectivement. Il faut voir quel traducteur. Bon, traducteur, on va dire que c'est le mot, c'est l'hyperonyme, comme on dit en terminologie, c'est le mot qui englobe tout. Quel traducteur on veut être? Qu'est-ce qui correspond? Où est-ce qu'on a une valeur ajoutée? Où est-ce qu'on pense qu'on pourra effectivement être heureux? Et puis après, se poser les questions du marché. Effectivement, où est-ce qu'il y a du travail et où sont les formations qui vont effectivement le mieux me préparer à ce marché professionnel. Donc je sais que c'est pas toujours évident de la part des étudiants de se projeter 2 ans après dans le monde professionnel, mais c'est un exercice véritablement nécessaire. Et bon, nous, on est là pour aider à l'éclosion de tout ça, mais comment dirais-je, toute la problématique, c'est de devenir acteur de sa formation. Et donc voilà, je ne peux vous faire du coup qu'une réponse très générale. J'aimerais qu'on revienne un peu plus sur les matières étudiées. Comment ça va se passer en M1 et en M2? Qu'est-ce qu'on va concrètement apprendre? Alors, la philosophie dans notre master,
c'est de tenir la corde par les deux bouts. Donc, il y a des compétences de traduction humaine, j'ai parlé de biotraduction tout à l'heure, qui vont pas cesser d'exister, qui sont fondamentales, donc, traduction, écriture, et puis il y a de plus en plus des compétences technologiques. Et nous, on met l'accent sur les deux et on essaye de faire fonctionner les deux ensemble. Ce qui veut dire qu'on a une assez grande diversité de cours, donc traduction au sens classique du terme, quelques cours d'interprétation, quelques cours d'écriture en français, remédiation, disons, d'écriture professionnelle, et puis parallèlement à ça, de la terminologie, de la linguistique de corpus, de la révision, de la post-édition, qui est un des métiers qui monte, en traduction, de la gestion de projet, de la localisation, de la transcréation, bref, tous ces nouveaux métiers, on va dire, bon, certains ne sont pas si nouveaux que ça, de la traduction, et en essayant de faire comprendre la cohérence d'ensemble entre ces différents métiers. Et faire comprendre cette cohérence d'ensemble, ça passe entre autres par des projets intégrés. Donc on a plusieurs projets intégrés au cours des 2 années, donc qui permettent de faire fonctionner ensemble toutes ces compétences. D'accord. J'aimerais qu'on revienne un peu plus aussi sur le rythme, ce que vous attendez aussi des étudiants, les difficultés parfois qu'ils rencontrent. C'est quoi par exemple les rendus, enfin voilà, et quelles sont les difficultés rencontrées? Alors nous, on fonctionne essentiellement en contrôle continu. Il y a des formations où on joue l'ensemble de son diplôme sur une semaine d'examen. Donc c'est pas le cas chez nous. Le rythme est globalement soutenu en M1, très soutenu en M2. Donc, du point de vue de la charge de travail, c'est à peu près l'équivalent d'une classe prépa. Parce que on se projette vraiment dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, quand on a du travail, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc c'est rythmé en particulier en M2 par la réalisation du triple mémoire dont j'ai parlé, donc recherche documentaire, terminologie, traduction, qui se prépare dès le 2e semestre du M1 et qui doit être rendu donc début juillet en M2 avec un certain nombre de points d'étape, avec des pré-soutenances où les étudiants présentent l'avancement de leur projet, avec soutenance finale qui est en fait un débriefing sur l'ensemble de la formation en toute fin de master, septembre qui suit le M2, en présence de la promo entrante. Bref, il y a tout le temps des choses à faire et tout le temps des choses à rendre. Mais c'est pour la bonne cause. Merci encore une fois, Nicolas. On arrive déjà au terme de cette conférence. J'aimerais maintenant qu'on développe un peu plus donc, sur les débouchés, les métiers. Voilà, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et nous présenter un peu ce qu'on peut faire après ce master? Alors, il faut savoir que, contrairement à ce que pensent beaucoup, les métiers de la traduction sont en plein développement. Donc ne vont pas disparaître avec la traduction automatique. Donc nos débouchés, ils sont dans les différents types de cours que j'ai mentionnés. Il y a des débouchés dans la traduction, dans la biotraduction, donc, où on va mettre en avant tout les capacités de rédaction, de compréhension, de communication directe. Il y en a de plus en plus lié à tout ce qui est intelligence artificielle, post-édition, gestion de projet, mais aussi en terminologie, en révision. Il y a un rapprochement depuis quelques années entre les fonctions traduction et interprétation. On a rajouté des cours d'interprétation à notre formation il y a 5 ans parce qu'on s'est aperçu que de plus en plus les missions convergeaient. Donc c'est ce vaste ensemble en fait. C'est-à-dire que traducteur c'est la profession et au sein de cette profession il y a une multitude de métiers. D'accord. Donc
Et on suit ça évidemment de près avec notre association des anciens étudiants qui s'appelle la TCDIL. Et on se tient évidemment au courant des évolutions parce que voilà, notre fonction c'est de former des étudiants qui trouvent du travail sur le marché, soit comme salariés, soit comme indépendants. D'accord. Un mot aussi d'une question qui revient souvent, c'est quelles sont les langues du coup? Enfin, est-ce qu'il y a là-dessus un choix? Comment ça se passe? Alors, on fonctionne sur le couple anglais-français plus espagnol ou allemand, mais de plus en plus de nos étudiants n'ont pas l'espagnol, n'ont pas l'allemand, et donc font la formation sur le couple anglais-français, avec la possibilité néanmoins, et il y en a pas mal qui utilisent ça, de faire leur mémoire avec une autre langue, qui peut être, je ne vais pas faire la liste, et évidemment, dans le cadre de leur alternance, ils ont aussi la possibilité d'utiliser leurs autres combinaisons linguistiques. Et on les y encourage. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour les étudiants qui souhaiteraient éventuellement intégrer cette formation? J'aimerais leur dire que le monde de la traduction, donc, il est en pleine mutation, en plein développement. Et alors, il y a une question à se poser, c'est est-ce que vous avez envie d'être acteur de cette évolution? Et si oui, il faut s'en donner les moyens. Et nous, notre fonction, c'est de vous y aider. Mais qu'en tout cas, dans un monde en plein développement, c'est la difficulté qui nous sauve finalement. C'est-à-dire que choisir la facilité n'est jamais une bonne idée. Merci Nicolas en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont intéressés par ce master et en tout cas on vous dit à très vite sur Totis Master. Au revoir.